Bonjour, nous voici dans la deuxième séance de philosophie de la nature, la deuxième leçon, et nous continuons nos rappels de logique. Nous avons expliqué dans la première leçon pourquoi ces rappels de logique étaient sinon nécessaires au moins très utiles. Nous n'avons donc pas besoin de l'expliquer à nouveau. Les personnes qui regardent ces petits films, ces petits montages, seront peut-être lassées bien vite par la logique, son aridité, son aspect peut-être un peu éthéré, déconnecté de au moins leur envie d'aller plus loin dans l'étude de la nature sur le plan philosophique. S'ils le veulent, ils peuvent donc sauter ces rappels et aller voir directement les vidéos qui portent sur la philosophie de la nature lorsqu'elles seront prêtes, évidemment, ce qui n'est pas encore le cas. Mais pour ceux qui veulent bien continuer, nous allons donc poursuivre ces rappels en achevant ceux qui regardent la première opération d'intelligence et en commençant ceux qui regardent la deuxième opération d'intelligence. Pour terminer avec la conception, disons ce qui complète ce que nous avons rappelé la dernière fois, à savoir la question du terme. Je veux dire que la première opération de l'esprit, qui consiste à concevoir la nature des choses et qui s'achève dans la fabrication, le mot n'est pas très adéquat, mais dans la création, dans la fabrication d'un concept à l'intérieur de notre tête, pour ainsi dire, de notre intelligence, la fabrication d'une idée, eh bien cette première opération de l'esprit va s'exprimer dans le langage par ce qu'on appelle le terme. Quelle est la différence entre terme et mot? Elle existe, mais dans ces rappels, nous ne la considérerons pas et nous verrons dans ce terme rien d'autre que le mot. L'idée s'exprime par le mot, ou un tout petit groupe de mots qu'on pourra appeler termes. Qu'est-ce que nous avons à dire sur les termes? Eh bien, d'abord que ces termes, exprimant le concept, et le concept étant lui-même l'expression de la nature des choses, le signe dans l'intelligence humaine de la nature des choses que cette intelligence a conçu, eh bien, il y a un rapport entre le terme et le concept, un rapport entre le concept et la nature de la chose, il y a donc un rapport entre le terme et la nature de la chose. Le terme renvoie, par l'intermédiaire du concept, à la nature de la chose. Par conséquent, classer les termes, c'est ce que nous allons faire, c'est en réalité classer les concepts, voire classer les natures. Parlons donc des mots et des termes. Le seul classement et la seule chose qui nous intéressera ici est le suivant. Les termes signifient des concepts. Or, un même terme peut ou bien signifier un seul concept, ou bien signifier plusieurs concepts. S'il signifie plusieurs concepts, il peut signifier des concepts n'ayant aucun rapport entre eux, ou bien signifier des concepts ayant quelque rapport entre eux. La première catégorie des termes, ce sont les termes qui expriment des concepts uniques. Le terme ne signifie qu'une chose. Prenons le mot, par exemple, de râteau. Le râteau, cela ne signifie qu'un outil servant au jardinage, aux travaux du paysan, de l'agriculteur. Ce mot n'a qu'un sens. On ne peut pas mal le comprendre, on ne peut pas le comprendre de plusieurs façons. Il n'y a qu'une façon d'être râteau. Il en est de même du mot ordinateur. Il en est de même de beaucoup d'autres mots qui sont ce qu'on appelle des univoques. L'univoque, c'est un mot, un terme, qui ne signifie qu'une seule chose. Il a un sens unique, on ne peut pas se tromper à son égard. Mais il y a aussi des mots, des termes qui signifient plusieurs concepts. Alors, ou bien
ils signifiaient des concepts qui n'ont aucun rapport entre eux. Euh, Prenons le mot, l'un des plus courts de la langue française, le mot D. D, E accent aigu. Ce mot signifie deux réalités qui n'ont vraiment aucun rapport possible, aucun rapport entre elles. Le mot D désigne ou bien une protection en acier du doigt de la couturière qui l'empêche de se piquer avec ses épingles, ou bien un petit objet qui sert à savoir où porte le hasard dans un jeu de société. Le dé de la couturière et le dé du jeu, on l'avouera vraiment, ne se ressemblent pas, même physiquement. Pourtant, c'est le même mot qui revêt deux sens qui n'ont aucun rapport entre eux. On appelle ça un mot univoque. Beaucoup d'humoristes se servent, pardon, un mot équivoque. Beaucoup d'humoristes se servent des mots équivoques. Les jeux de mots se fondent volontiers sur l'équivocité et permettent de passer d'une idée à une autre en surprenant les personnes qui écoutent ces sketchs, ces histoires, et en les faisant sourire. La langue française a beaucoup de ressources à cet égard. La troisième façon pour les termes d'exprimer quelque chose, c'est d'avoir plusieurs sens, donc pas un seul, plusieurs, pas un seul comme l'univocité, plusieurs, mais pas plusieurs comme l'équivocité, car cette fois, les sens qu'exprime le mot, le terme, ont un rapport entre eux. Prenons l'exemple du mot bon. Le mot bon est un mot qui, en français, peut être utilisé dans de multiples sens. On dira par exemple qu'un homme est bon. On dira qu'un fruit est bon. On dira qu'un outil est bon, ou une machine. Un homme est bon, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il a de la vertu, qu'il a de la grandeur d'âme, de la bienveillance, qu'il aime à servir son prochain, à lui faire du bien, à voir le bien en lui. Quand on dira qu'un outil est bon, par exemple un marteau, un tournevis, que sais-je, on dira qu'il est apte à remplir ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire à servir à l'utilité qui a présidé à sa fabrication. Lorsqu'on dit qu'un fruit est bon, cela signifie qu'il est apte à satisfaire le goût. On en conviendra, ces trois sens sont divers, et pourtant ils ont quelques rapports entre eux. En effet, la bonté de l'homme, c'est sa perfection. La vertu, c'est ce qui rend l'homme parfait. La bonté de l'outil, c'est aussi sa perfection. Un parfait outil, c'est un outil qui remplit bien ce pourquoi il est. Et enfin, un fruit parfait, c'est un fruit qui apporte le goût, en même temps bien sûr que la capacité à nourrir, que l'on attend de lui. Une fraise bonne, c'est une fraise dont on attend qu'elle soit fraise. Et on se plaint parfois de ce qu'aujourd'hui, les fruits n'ont plus le goût qu'ils avaient jadis. Il faut pour cela avoir suffisamment d'âge pour pouvoir comparer. On se plaint que de ce que les outils, les machines, n'ont plus l'efficacité qu'elles avaient autrefois, ou au moins leur longévité. On pourrait formuler des plaintes semblables à propos de l'homme, mais cela nous écarterait du sujet et nous mènerait à un esprit trop chagrin, ce qu'il ne faut pas avoir, ni aujourd'hui ni jamais peut-être. Alors, continuons. Nous voyons que dans ces trois sens du mot bon, il y a université et en même temps une certaine unité, un certain rapport. Ça, c'est le propre de l'analogie des termes. Le terme analogue, c'est un terme, un mot, qui a des sens divers, mais pas tout à fait divers. Ils sont en vrai divers, mais gardent une certaine unité. Les mots, les termes, sont ou bien univoques, ou bien équivoques, ou bien analogues. Et la distinction entre ces trois façons d'être mots, de signifier le concept, cette distinction est vraiment capitale, non seulement en logique, non seulement en philosophie de la nature, mais en philosophie tout court, et à vrai dire, dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre de la vie. Ça fait partie de l'éducation, de la formation des hommes, des jeunes gens, que de les initier à cette aptitude à savoir dans quel sens on prend les mots pour pouvoir savoir dans quel sens leur parle
leurs congénères et aussi pour pouvoir déceler toute l'analogie que contiennent certaines expressions humaines et de l'analogie des termes, on passe à l'analogie des situations. L'analogie, l'aptitude à saisir l'analogie des choses est une qualité essentielle de l'intelligence humaine. La formation que l'on donnait jadis avec le quadrivium et toutes ces matières qui faisaient partie de l'enseignement traditionnel était conçue pour cela. Ainsi se divisent les termes et cela achève nos rappels de logique sur la première opération de l'esprit. Nous passons tout de suite à l'étude de la deuxième opération de l'esprit. Nous prendrons encore quelques minutes. Cette deuxième opération s'appelle le jugement qu'exprime la proposition, comme cela avait été expliqué dans la leçon 1. Le jugement consiste à affirmer ou à nier quelque chose d'une autre chose. Il ne faut pas longtemps en logique pour s'apercevoir très vite que lorsque l'on affirme quelque chose qu'on appelle en général le prédicat, d'une autre chose qu'on appelle le sujet, on dit un prédicat d'un sujet ou on nie un prédicat d'un sujet, la pomme est mûre, mûr est prédicat, pomme est sujet, la pomme n'est pas mûre, mûr est prédicat, nié du sujet pomme, on a prédiqué dans un sens, on a nié dans l'autre, bref. Lorsqu'on nie un prédicat d'un sujet ou qu'on l'affirme, eh bien, très vite on s'aperçoit que le prédicat est toujours entendu dans un sens universel. Chaque fois que l'homme dit quelque chose d'une autre chose, la première, c'est un universel. Mais qu'est-ce qu'on entend par universel? L'universel, c'est ce qui s'oppose à l'individuel, ce qui s'oppose au singulier, et l'universel se définit, il suffit de prendre un dictionnaire pour cela, comme ce qui est apte à se trouver en plusieurs. La nature de chaise se trouve dans toutes les chaises de l'univers. C'est une aptitude qu'elle a. Eh bien, le prédicat est un universel et il peut être dit de plusieurs choses. Je regarde une chaise dans une salle de classe. Eh bien, je dis cette chaise est une chaise. Ceci est une chaise. J'en regarde une autre et je dis ceci est une chaise. J'en regarde une troisième et j'affirme à nouveau ceci est une chaise. Je ne continuerai pas longtemps ce manège sans intriguer les étudiants qui me regardent et qui se demanderont quel est ce manège ou ce ménage. Eh bien, à chaque fois, j'ai dit de tel individu ou tel autre individu que c'est une chaise. J'ai dit de plusieurs réalités singulières et individuelles qu'elles étaient une chaise. J'ai dit la même chose des trois. Je vois Pierre, je vois Jacques, je vois Jean, j'ai dit Pierre est un homme, Jacques est un homme, Jean est un homme. Homme est un universel, il est apte à se trouver en plusieurs, c'est un prédicat. C'est la première chose que nous affirmons, que nous rappelons en logique de la proposition, à savoir les prédicats sont des universels. Or, les universels sont des termes qui, comme on l'a vu tout à l'heure, sont ou bien univoques, ou bien équivoques, ou bien analogues. Nous allons dans la suite de ces rappels, qui vont achever d'ailleurs cette courte leçon, nous allons dans la suite considérer les universels seulement lorsqu'ils signifient un sens unique. Par exemple, je vais prendre le mot homme, c'est l'exemple, c'est vrai, assez convenu, assez commun, assez bateau pour le dire vulgairement, mais c'est à dessein qu'il est choisi, car c'est l'une des réalités qu'on connaît le mieux, l'homme. L'homme est ce que l'homme connaît le mieux, et pourtant, il ne le connaît pas si bien que ça. Alors, nous allons prendre cet universel d'homme, ce mot universel, ce mot qui désigne un concept universel, l'homme, et nous allons le prendre dans son sens propre, qui est unique, c'est-à-dire l'animal raisonnable. Je dis, Pierre est un homme, Jacques est un homme, André est un homme, Vercingétorix est un homme, Pelé est un homme, Louis XIV est un homme, tout cela ce sont des hommes ou cela a été des hommes. Cet universel, je le prêche dans un unique sens. Et l'universel prêché dans un unique sens est un universel considéré de façon univoque, c'est un universel univoque. Or, lorsque je prêche un universel univoque d'un sujet, à quel titre est-ce que je le dis? À quel titre je dis que
telle chose est dite de telle autre. Par exemple, lorsque je dis homme, à quel titre je le dis de Pierre, de Jacques et de Jean? C'est la question que je pose. Cette question paraîtra à celui qui m'écoute un peu particulière. Et il est vrai qu'elle peut le paraître. Elle n'est donnée ici que parce qu'elle servira plus tard. Voici ce que dit la logique. Un terme pris dans un sens unique, univoque, comme homme, comme râteau, eh bien, ce terme, lorsqu'il est dit d'un sujet, peut dire ou bien quelque chose qui relève de la nature du sujet, ou bien quelque chose qui ne relève pas de la nature du sujet. S'il dit quelque chose de la nature du sujet, il peut le faire de trois façons. Ou bien il dira toute la nature du sujet, ou bien il dira une partie de la nature du sujet, à savoir ce que cette nature a de commun avec d'autres natures du même genre. Ou bien, enfin, il dira une partie de la nature du sujet, ce que cette nature a de spécifique et qu'elle ne participe pas, qu'elle ne partage pas, avec d'autres natures du même genre. Prenons un exemple pour illustrer ces trois premières façons de dire un universel d'un sujet. Première façon, Pierre est un homme. Homme, c'est la nature de Pierre. En disant Pierre est un homme, Pierre est un animal raisonnable, j'ai dit toute l'essence de l'homme. C'est la première façon de dire un universel d'homme, de Pierre, pardon. Deuxième façon, Pierre est un animal. Ici, je prends le mot animal dans un sens bien précis, vous l'aurez compris, car le mot animal souvent signifie bête. Le chien est un animal, le perroquet est un animal, le hérisson est un animal. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je veux parler de l'animalité qui est ce genre commun aux hommes d'un côté, aux bêtes de l'autre. Celle qu'on désigne lorsqu'on dit que l'homme est un animal raisonnable. On ne dit pas qu'il est une bête raisonnable, mais qu'il est un animal. Animal signifie alors un genre dans lequel on trouve deux espèces, deux catégories, l'homme d'un côté, la bête de l'autre. Lorsque donc je dis que Pierre est un animal, je ne dis pas toute l'essence de Pierre, comme lorsque j'ai dit qu'il était un homme. Je n'en ai dit qu'une partie. J'ai dit cette partie de Pierre qui est commune avec d'autres espèces, avec les bêtes par exemple. L'homme est un animal, mais les bêtes aussi sont des animaux, animaux pris dans le sens générique. Troisième façon, pour un universel d'être dit d'un sujet individuel et d'être dit de façon à décrire une partie de l'essence, mais pas toute. Cette fois-ci, ce qui spécifie la nature, eh bien, c'est lorsqu'on dit que Pierre est raisonnable. Lorsque je dis que Pierre est raisonnable, raisonnable, ça fait partie de l'essence de l'homme, mais c'est ce qui le distingue des autres animaux. J'ai dit une partie de l'essence, celle qui le spécifie. Nous avons donc là décrit, de façon un peu abstraite, qu'on veuille bien nous en excuser, les trois premières façons que un universel univoque peut avoir d'être dit d'un sujet. La première, c'est l'espèce. La deuxième, c'est le genre. La troisième, c'est la différence spécifique. Je continue tout de suite avec les deux autres. C'est lorsqu'on dit de quelque chose, lorsqu'on dit d'un sujet un prédicat, ce prédicat étant un universel, comme tout prédicat, et étant pris dans un sens unique, ici, mais ne disant rien de l'essence. Ça n'est pas comme animal, raisonnable, homme, je ne dis rien de l'essence. Alors de deux choses l'une, ou je dis quelque chose qui découle nécessairement de l'essence, que le sujet a donc forcément, ou bien je dis quelque chose qui ne découle pas forcément de l'essence, donc que le sujet n'a pas forcément. Lorsque je dis quelque chose qui découle nécessairement de l'essence, je dirais par exemple que Pierre est apte à rire, c'est vrai. Le rire est le propre de l'homme.
Je crois que c'est Rabelais qui l'a dit. Et si le rire est le propre de l'homme, ça veut dire que du fait que l'homme est un homme, que Pierre est un homme, il est apte à rire. C'est la quatrième façon pour un universel d'être prédiqué. La cinquième, c'est lorsqu'on dit quelque chose qui n'appartient pas à l'essence et qui ne découle pas nécessairement de l'essence. Je dirais par exemple que Pierre a du diabète. Pierre est diabétique, c'est quelque chose qui n'appartient évidemment pas à l'essence de Pierre. Heureusement, personne n'est diabétique par essence. Ça ne désigne pas non plus quelque chose qui découle nécessairement de l'essence. Heureusement qu'être diabétique ne découle pas de la nature humaine. Ce serait bien malheureux. Mais cela arrive à Pierre. Il y a des gens qui sont diabétiques, d'autres qui ne le sont pas. Cette quatrième et cette cinquième façon de prédiquer sont appelées respectivement le propre et l'accident. Le propre ou la propriété et l'accident. Le rire est le propre de l'homme, une propriété de l'homme, et il est accidentel à l'homme d'être diabétique, ou de ne pas l'être d'ailleurs. Nous avons là 5 façons pour un universel d'être dit d'un homme. L'espèce, le genre, la différence spécifique, le propre et l'accident. Ces 5 catégories ne sont pas que la façon qu'ont eu des auteurs de noircir certaines pages de traités logiques pour embêter leurs lecteurs par des notions surannées, pas du tout. Dans toutes les questions que l'on agite aujourd'hui, en cette année 2021, au sujet du genre, elles se cachent, elles peuvent nous permettre de résoudre, non seulement par la logique, mais par ce que la logique nous ouvre, la vérité, de trancher des questions fondamentales sur l'être humain. Il y a bien des genres, il y a bien des espèces, il y a bien des différences spécifiques, car il y a bien des natures, et il y a bien des choses qui découlent de la nature humaine, et d'autres qui n'en découlent pas. La logique ne fait que l'exprimer, le fonctionnement de l'intelligence humaine qui a été faite pour l'être, pour le vrai. Et parce que l'intelligence humaine est faite pour l'être et pour le vrai, ces différentes catégories, ces différentes façons pour un universel d'être dit d'une chose individuelle de l'univers ne font que nous montrer les façons d'être. Genre, espèce, différence spécifique, propre accident. Qu'on veuille bien retenir, c'est prédicable, comme on dit en logique. Elles seront utiles pour la suite. Ceci termine notre deuxième leçon. Nous sommes toujours dans les rappels de logique, toujours dans l'étude de la deuxième opération de l'esprit. Elle n'est pas achevée, mais c'en est assez pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre intérêt pour la philosophie, pour ces questions difficiles que l'on essaie de vous rendre aussi faciles que possible malgré nos limites, aussi agréables que possible, bien qu'on ne puisse pas non plus forcer trop les choses. À bientôt donc, à la prochaine leçon, et que le bon Dieu nous bénisse.